Vendredi 23 février 14 h, sur la place de la cathédrale à Limoges, les vérifications techniques de cette 9e édition de la Gilles Lallet Classique commencent. Et surprise, celui que l'on n'attendait plus est là. Tout le monde s'attendait à une course sans patron, et voilà que le maître de la GLC, Cyril Esquirol, hante une nouvelle fois le paddock. Mais cette année, la donne est différente. Esquirol, l'homme aux 4 victoires, s'élancera à l'assaut du Corbeau Mort au guidon d'un 4 temps. Un nouveau défi donc pour celui que l'on surnomme Petit Sec, quand on sait qu'aucun 4 temps n'a encore arraché la victoire dans cette course mythique. Je pense que c'est quand même un bon challenge pour moi de rouler aujourd'hui avec une 4 temps. J'avais plus trop la motivation de venir sur cette course avec un 2 temps et aujourd'hui ce challenge me passionne beaucoup plus que de revenir avec une moto performante avec un 2 temps. Donc aujourd'hui c'est vrai que la moto marche très bien, on a fait quelques essais. Ça s'avère qu'en franchissement c'est peut-être un peu plus physique mais ça passe très bien. Si la machine est prometteuse, l'homme avoue être un peu court physiquement. Pour les éditions précédentes, il s'entraînait comme un forçat pendant des mois. Cette année, il a d'abord dû se remettre d'une opération au genou en décembre dernier. Du coup, la course s'annonce plus disputée que jamais, sans compter le retour en masse des étrangers. Anders Eriksson est suédois, c'est le coéquipier d'Esquirol, et sa motivation à lui est claire, effacer 6 années sans étrangers sur la première marche du podium. Il faut dire que les 2 victoires en 92 et 93 de Sven-Erik Johnson, un autre Suédois, sont très loin. Chaque fois que je viens ici, j'espère faire la même chose que lui. Je sais que c'est une course très difficile, mais depuis que Sven-Erik Johnson a gagné, cette course, elle est très importante pour les Suédois. Depuis, bien sûr, les Français ont compris cette course. Ils se sont beaucoup entraînés. Et la Gilles Lallet est devenue très importante en France. Les Français sont maintenant vraiment très forts. Ça va être dur pour moi. Si je ne pariais pas mon argent sur moi, je le miserais sur Cyril. Près de 11 nationalités sont représentées sur cette 9e édition de la GLC. Les Italiens, eux, sont venus en force, particulièrement attirés par le Challenge Team, qui récompensera, et c'est une première, la meilleure équipe de 2 pilotes. Ça va ? Oui. Les organisateurs ont une très bonne idée en créant ce challenge, parce que comme ça on peut courir avec un ami et chercher à faire un très bon résultat. La course est devenue de plus en plus intéressante et maintenant c'est vraiment une belle classique. Dans ce sens, ça a été une idée géniale, oui, de lancer ce nouveau challenge. E quindi credo che anche questo sia una cosa molto positiva. Cette année, la GLC a battu des records d'inscription et la place de la cathédrale à Limoges est bondée. Dès les vérifications techniques, le public répond présent et au milieu de la foule, le pilote Yamaha Gilles Alguet passe presque inaperçu. Voilà pourtant un sérieux client, toujours aux avant-postes mais pas encore sur la première marche. Alguet a tout mis en œuvre cette année pour l'emporter. Et si la majorité des pilotes jouent un peu à l'intox, Alguet, lui, avoue être vraiment au top de sa forme. En 98, j'avais fait 2, donc depuis, j'ai espoir de gagner ce Gilles Lallet. 99, j'avais pas mal roulé, j'avais pris la tête de la course à mi-course. Et en voulant suivre Cyril Esquirol, j'avais eu des problèmes, j'avais cassé mon frein arrière, j'ai eu beaucoup de soucis. Et même de santé, j'avais été fatigué parce que j'avais vraiment trop forcé pour le suivre.
Donc depuis 1999, je m'entraîne. En 2000, j'étais aussi entraîné. Et là, en 2001, j'ai beaucoup travaillé pour essayer de gagner cette course. Et je suis très confiant, mais bon, c'est une course qui est tellement dure qu'on ne peut pas dire ce qu'on va faire, mais je suis bien préparé. Et si Alguet est surentraîné et surmotivé, Castera l'est au moins autant. Le Béarnais a déjà enlevé la 2e place à 2 reprises et à la veille de sa retraite et toujours sur Yamaha, il entend bien troquer la place de dauphin pour celle de vainqueur. Castera a donc suivi un entraînement bien spécifique afin d'accrocher enfin les plus grands. Ça va, je veux dire, il manque un petit peu parce que j'ai dû commencer très tard, d'abord parce qu'il y a un peu de travail à côté, et puis je me suis blessé dès ma reprise au mois de décembre, donc j'ai pu commencer qu'au début janvier. Ça m'a donné un peu de retard, mais bon, ça va, je crois que c'est pas très grave. J'ai eu fait moins les dernières fois en étant second, donc j'ai tout à fait confiance et j'espère que cette année, ça sera la bonne. Castera, Alguet, voilà les 2 plus gros prétendants au titre cette année. Leur entraînement a été spécifique et intensif, ce qui pour la première fois n'a pas été le cas de Laurent Charbonnel, qui s'est décidé un peu tard à remonter sur sa Kawasaki. J'ai décidé ça au dernier moment en vacances à La Réunion où j'ai dit pourquoi pas faire la Gilles Lallet. Donc j'ai pris 15 jours là-bas, j'ai essayé de travailler un peu le physique et en rentrant je fais 15 jours de moto. Voilà mon programme. D'habitude c'était 4 mois d'entraînement, là ça s'est mis sur 15 jours, 1 mois maximum. Donc voilà, j'ai peut-être moins de pression que les autres, j'y vais confiant. Maintenant il peut se passer tellement de choses dans la course que bon, il faut être présent là. Quoi qu'il en soit, il faudra compter sur lui. Déjà vainqueur en 96 et 97, Charbonnel est un habitué et un pro de la GLC. En 8 participations, il a atteint le corbeau mort 8 fois, un record. Ce petit tour des forces en présence ne serait pas complet si l'on ne parlait pas du team Éric Bernard. Le vice-champion du monde en 4 temps a pris sous son aile le jeune Olivier Rebuffi et lui offre sa toute première GLC. Arriver, j'aimerais bien, ouais, mais bon, mais si ça devrait s'arrêter, je m'arrêterai et puis je ne serai pas mécontent de ma course, quoi. Champion de France en national l'an passé, Rebuffi a déjà été la révélation de l'enduro français et il se pourrait bien que l'ancien pilote de l'armée de terre crée aussi la surprise dans la Gilles Lallet. Je peux vous dire que déjà il est dans des temps en spécial, on roule depuis 3 semaines tous les 2 jours. Donc il y a quand même beaucoup de motos et s'il continue à tenir les temps qu'il tient actuellement, il sera, à mon avis, il peut jouer le scratch sans problème. Après c'est qu'une histoire d'expérience et d'être bien dans sa tête et de bien rouler, mais ce qui fait l'entraînement c'est déjà exceptionnel. Enfin, cette 9e édition de la Gilles Lallet est marquée par le retour du roi Peter. Dans ce paddock, il est de loin le pilote moto le plus titré. À vrai dire, il ne lui manque qu'une couronne, celle de la GLC. Pourtant, en 96, le titre n'était pas passé loin. J'étais arrivé avec 2-3 mètres d'avance sur Laurent Charbonnel. Nous sommes montés en fait le plus loin possible, le plus haut possible, chacun de notre côté. Et ensuite, le public a fait la différence en nous tirant jusqu'au sommet de la côte du Corbeau Mort. Et là, à 5 mètres du sommet, nous étions toujours épaule contre épaule. Et d'un seul coup, une corde est descendue du sommet, s'est accrochée au guidon de Laurent Charbonnel. Et les gens l'ont tiré jusqu'en haut. Donc une arrivée un peu mouvementée, mais bon, c'est la course, c'est passé. Et de toute façon, je dois dire que c'est une course qui ne correspond pas forcément à mes qualités. Donc si j'avais été aux avant-postes cette année-là, c'est parce qu'il y avait des conditions particulières, beaucoup de neige, certaines difficultés supprimées, ce qui permettait en fait de rouler un peu plus vite et ne pas se bloquer dans les passages réalisants. Et c'est pour ça que j'avais été aussi bien placé cette année-là. Maintenant que les acteurs sont prêts à en découdre, reste un inconnu, le décor. Cette année, en effet, le tracé a été remanié à 80%. On a essayé de rejoindre toujours nos grands classiques comme le Bourbier de Quenouille ou le Bois de Crozat. Par contre, le tracé qui avait été prévu pour l'an 2000, on n'a pas pu le reprendre parce que malheureusement beaucoup d'arbres jonchent encore le sol limousin. On a essayé au mieux de sécuriser le circuit des pilotes et du public aussi, et on demande quand même aux gens d'être vigilants parce qu'il reste encore beaucoup de traces de ces arbres partout. Samedi 24 février, 6h30, la température est de 0 degré près de la cathédrale de Limoges et la pluie n'est pas annoncée pour la journée. Esquirol, Castera, Charbonnel et Alguet sont les premiers à s'élancer pour le parcours de sélection de type enduro classique.
Pour le moment, les pilotes sont au nombre de 250 et derrière les grosses pointures, on découvre les paris les plus fous, comme par exemple atteindre le corbeau mort au guidon d'un 50 cm3. La GLC telle que l'avait rêvé Gilles Lallet devait être la course de l'élite autant que celle des anonymes. Christophe Goudot et Lionel Carenzi, voici donc deux nationaux à suivre. Le Basque Dalois, voilà le prochain partant. Autre moto remarquée au départ de Limoges, les motos de Trial. Certainement bien adaptées pour la boucle finale, il leur faudra déjà passer avec succès les 150 premiers kilomètres. Enfin, deux pilotes se distinguent par leur originalité, Frédéric Moncassin, ancien maillot jaune du Tour de France, et le trialiste Bruno Camozzi. Avec seulement 1 heure de sommeil après le trial indoor de Pau où il a fini 2e la veille, le numéro 86 s'est juré de rallier l'arrivée au guidon d'une simple moto de randonnée. Pour le moment, ils sont encore près de 250 pilotes, mais une ligne et 3 banderolés sont là pour faire la différence. Dans la spéciale en ligne, c'est le petit prodige Olivier Rebuffi qui s'impose. Pour sa première sortie chez les Inter, Rebuffi réalise une superbe performance. Il devance le gratin de l'enduro mondial de plus de 2 secondes. Entre Limoges et Péra, les pilotes étrangers doivent se résigner. Les 5 premières places leur échappent. Elles sont soigneusement gardées par les Français. Et surprise dans les chronos, le premier étranger à se classer n'est pas un ancien, mais un inconnu dans le monde de la GLC. C'est le jeune anglais David Knight qui s'empare de la 6e place à l'issue de l'épreuve de sélection, juste devant le suédois Anders Eriksson, 7e. Le grand Giovanni Sala, 4 fois champion du monde, a beaucoup moins de chance. Après la première spéciale, il accuse déjà beaucoup de retard. La première ligne, je suis tombé, j'ai perdu beaucoup de temps et j'ai cassé beaucoup la moto. Et pour ça, pour travailler, je suis arrivé ici tard. Très mal parce que aussi la jambe est tombée très forte. Bah oui. Malgré sa douleur au genou, Sala tiendra le coup dans les 3 autres spéciales. Il prendra le départ pour la boucle finale en 17e position. Devant lui, on retrouve les 2 autres grands favoris italiens. Arnaldo Nicoli, 4e de la GLC en 95, s'empare de la 13e place à l'issue de l'enduro du matin. Et Mario Rinaldi, avec 4 titres mondiaux en poche, assure au guidon de sa Yamaha la 15e place. Vous l'avez donc compris, c'est entre les Inter français que le scratch va se jouer, entre les Inter seulement, car les nationaux partent bien trop tard pour trouver un terrain en bon état. Dans le goulet avant la spéciale de Saint-Junien, le pont craque, et c'est alors une galère monstrueuse qui attend les derniers.
Au contrôle horaire de Bourganeuf, on retrouve le pilote husqvarnien Marc-Olivier Joriot. Déjà 2 fois finisher de la GLC, Joriot semble en forme. Il faut dire que le parcours de sélection n'est souvent qu'une formalité pour les pros de l'enduro. Dans les sous-bois, on n'y voyait pas trop. Le jour, ça arrivait un peu, il y avait des reflets, c'était pas évident, mais bon, dans l'ensemble, j'assure un peu parce que bon, c'est la première, pas prendre de risques. Et puis, je suis remonté sur un attardé, donc j'ai pas trop forcé, ça s'est bien passé. J'étais à 80% de 80%. Mais bon, par contre, le parcours, on a eu quelques petits passages déjà bien costauds. On s'est un peu tanké, on s'est fait aider par du monde, quelques grimpettes. Dans l'ensemble, c'est bien, ça se passe bien, il n'y a pas trop de boue, c'est pas trop dur, tout va bien, il y a du soleil. Pour l'instant, tout va bien. En tête, c'est Stéphane Peter-Hansel qui fait exploser les chronos au guidon de sa nouvelle monture pour le championnat du monde, la 250 Yamaha WR 4 temps. Le pilote Yamaha s'est certes laissé déborder par Olivier Rebuffi dans la ligne, mais sur la longueur, c'est lui le plus régulier. Dans la dernière banderolée, il signe même le scratch, de bon augure pour le mondial. David Castera, son coéquipier dans le Challenge Team, n'a pas roulé depuis plus de 2 ans en spécial. Aussi, le Béarnais cherche d'abord ses marques, puis fait son coup d'éclat. Lui qui ne participe plus à aucun championnat signe le 3e temps dans la spéciale de Saint-Junien-la-Brégère. De quoi vous rendre un homme serein et détendu, même le jour de la course la plus dure du monde. David, un souci mécanique? Non, on a un petit problème de charge sur la batterie pour cet après-midi, donc on préfère vérifier ça maintenant pour pas avoir à le faire tout à l'heure, mais sinon ça va. Je suis déjà tombé dans l'eau, je suis un peu mouillé, je suis en train de prendre le bain d'entrée. Pour son retour en enduro, Castera n'a pas à rougir, bien au contraire, il s'élancera en 8e position pour la boucle finale. Gilles Alguet, son grand rival, s'en sort mieux. Le porte-drapeau du Lot joue la sécurité tout au long de la matinée et réussit à trouver le mélange parfait entre l'attaque et la réserve. Il décroche le 5e ticket pour l'enfer. Juste devant lui, Éric Bernard enlève sans peine la 4e place. Il faut dire que le pilote KTM ne compte plus les spéciales dans lesquelles il a roulé. À Péra-le-Château, Bernard est doublement heureux, et ce grâce à la 2e place de Rebuffi. Je crois que je l'ai dit hier, Olivier allait nous surprendre cette année. Et dès aujourd'hui, il a fait vraiment des belles performances. Je pense qu'il va être dans les 3 premiers au départ cet après-midi. Donc c'est plutôt bien à 21 ans. Mais c'est vrai qu'on avait concentré un petit peu notre entraînement, notamment sur le championnat de France, championnat du monde. Et qu'on a fait l'effort ce matin de bien rouler, de savoir où on en est. Malheureusement, pour moi, il est devant moi, mais je crois que c'est le but d'un team, c'est d'aider les jeunes. Et qu'on voit aujourd'hui qu'Olivier est vraiment dans le coup. Les 2 champions Cyril Esquirol et Laurent Charbonnel décrochent bien sûr aussi leur ticket pour la boucle finale. Le quadruple vainqueur Esquirol s'élancera en 3e position derrière Peter Hansel et Rebuffi. Charbonnel, lui, partira 11e devant Cyril Després dont il faut se méfier. L'année dernière, c'est un magazine qui l'a dit, il aurait gagné la GLC si elle avait eu lieu. En résumé, ce sont les Français qui squattent les 5 premières places. Dans l'ordre, on retrouve la Yamaha de Stéphane Peter-Hansel, fin prête pour le mondial. Olivier Rebuffi, plus prometteur que jamais du haut de ses 21 ans. Cyril Esquirol, toujours aussi décontracté. Éric Bernard. Et enfin, Gilles Alguet, plutôt satisfait en fait de ne pas avoir enlevé le scratch. En tête, c'est pas super parce que la piste, il n'y a aucune trace et des fois on cherche un peu. Mais moi je me suis retrouvé en tête l'an dernier et j'étais pas super, j'aime pas trop être en tête. Mais bon, c'est quand même un avantage, mais même si on est jusqu'à 10e, c'est pas un problème. Vraiment pas un problème, jusqu'à la 10e place c'est pas un problème. Et pour ma part, ça m'aurait pas dérangé d'être 10e, ça change rien pour l'après-midi. À part qu'il faut doubler les pilotes. C'est un peu, on laisse un peu de force, mais en tête ou 10e, c'est pas un problème. Peter le sait, la première place au départ n'est jamais synonyme de victoire à l'arrivée, surtout dans la Gilles Lallet classique. C'est important de partir dans les premiers pour ne pas arriver dans les premières difficultés avec un terrain déjà labouré, je dirais. Mais bon, après, je dirais les quelques secondes ou même la minute ou 2 minutes qu'il y aura d'écart au départ, ce soir, ça aura plus beaucoup d'importance à mon avis.
Les 100 pilotes qualifiés pour la boucle finale ont maintenant 3 heures devant eux avant le deuxième départ de la journée. Mais déjà, ceux qui connaissent la boucle infernale ne peuvent s'empêcher d'y penser et d'affûter leur stratégie. Le plus facile est fait, le peu dur reste à faire et on va essayer de tout miser pour cet après-midi. Ouais, il va falloir bien avoir la stratégie de la course, voir un peu comment ça évolue. Il y a plusieurs paramètres qui font qu'on ne peut pas dire comme ça comment ça va se dérouler d'entrée de jeu. Si les adversaires partent fort, comme il y a 2 ans, ça partait très très fort. Donc on verra. On testera tout ça cet après-midi. Malheureusement, ils seront nombreux à ne pas voir le corbeau mort cet après-midi, à commencer par le champion de France de vitesse en 50 cm3, Christophe Goudot. Je pense que ça pouvait le faire jusqu'à la fin, c'est des machines assez légères, donc on est assez avantagé là-dessus. Pas trop au niveau puissance, mais bon là c'est l'allumage qui m'a joué des tours et puis je suis obligé d'abandonner, quoi. Des motos de trial, seule la numéro 64 réussit à décrocher sa qualification pour la finale. Camozzi de son côté défend sa renommée de meilleur trialiste français depuis plus de 10 ans, avec sa Gaz Pampera qui ne développe que 20 petits chevaux, là où les autres flirtent avec les 50, il se classe 72e. Enfin, petit clin d'œil à Frédéric Moncassin qui vient de vivre sa première participation à la GLC. 33e après les 150 km de sélection, l'ancien maillot jaune et grand ami de Gilles Alguet n'a aucune pression. La course, il la prend comme elle vient. J'ai travaillé avec Gilles, mais lui a travaillé sur ma moto un peu, il m'a aidé, il m'a donné des conseils sur la préparation de la moto. Par contre, moi je l'ai un peu aidé au niveau physique, mais moi au niveau physique j'ai rien fait. Je ne suis pas motivé pour faire du vélo ni de la course à pied, donc j'ai laissé faire et puis je compte un peu sur ma condition, sur mon fond, que j'ai d'avoir été coureur cycliste. J'espère que ça va m'aider, mais je n'ai pas travaillé énormément, quoi. Je viens surtout là pour me faire plaisir en moto. À Peyrat-le-Château, les fervents supporters de la Gilles Lallet sont toujours aussi nombreux. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou bien qu'il fasse beau, comme pour cette 9e édition, la course la plus dure du monde fait toujours autant le plein. En plus, cette année, on ne peut pas vraiment savoir qui va l'emporter. Esquirol est passé en 4 temps, Charbonnel est moins bien préparé. Les finishers des précédentes éditions sont très en forme. Derrière, les jeunes se réveillent. Bref, quand on demande au public qui sera le numéro 1 en haut du corbeau mort, les avis sont partagés. Je vois Alguet, moi. Alguet. Ou Castera, peut-être. Peter Hansel. Esquirol. C'est Castera. Ah, je suis sûre que ça sera lui. Ah, je vois bien Charbonnel. Cyril Esquirol. Et vous? Éric Bernard. Moi, j'aimerais bien voir un jeune aussi pas connu qui gagne, voilà. Alors, je sais pas, venez m'aider les gars. Je pense que c'est Esquirol. Pour moi, sans problème, c'est Charbonnel. David Castera, sans hésiter. Je pense que ce sera Éric Bernard. David Castera, sans hésitation, c'est sûr. 14h30 pour les 100 pilotes qualifiés pour la boucle finale. C'est l'heure des derniers autographes, des derniers préparatifs et des dernières interviews. Dans le parcoureur, les motos brillent et les tenues sont encore propres. L'ambiance pour le moment est à la rigolade et à la décontraction, mais la pression va très vite monter. Dans une demi-heure, le départ de la course la plus dure du monde va être donné. Tous les hommes forts de la Gilles Lallet Classique 2001, avec ou sans palmarès, sont là. Pour boucler cette 9e édition, il leur faudra une nouvelle fois du courage, de l'envie et une motivation hors du commun. À quelques minutes du départ et avec le corbeau mort en point de mire, la pression n'en finit pas de monter. À 15h passées de quelques minutes, la herse s'abaisse enfin devant le premier pilote à rejoindre l'enfer, Stéphane Peter Hansel. Derrière, les choses s'accélèrent pour les 99 autres rescapés de la matinée. Un nouveau départ est donné toutes les 5 secondes.
Le 14, Dix minutes plus tard, les choses sérieuses commencent pour les 41 inter et les 59 nationaux. Ils viennent juste de quitter Peyrat-le-Château et il leur faut déjà franchir la première difficulté, le bourbier de la Chaise. Si les leaders réussissent à passer sans peine, derrière on sent venir les premières galères. Mais heureusement pour eux, la météo est clémente et le terrain bien moins gras que les années précédentes. Du coup, les galères sont toutes relatives et aucun abandon n'est à déplorer d'entrée. Au niveau de la route Grand Gramont, c'est Bernard qui pointe en tête, mais derrière lui, la meute est lancée. L'Anglais Knight est deuxième devant Peter Hansel et Rebuffi. Castera, lui, est dans les roues d'Eriksson et à l'attaque afin de s'imposer au plus tôt aux avant-postes. Gaud, de son côté, s'accroche comme il peut au sanglier béarnais. Peter Hansel connaît quelques petits soucis et rétrograde dans le classement malgré les encouragements du public. Au pont de la rivière Kouai, après 30 minutes de course, il n'est plus que 19e. En tête, c'est toujours Bernard qui mène. En ce début de course, les positions sont très resserrées et les pilotes progressent les uns derrière les autres. Au niveau du pont de la rivière Kouai, il est absolument impossible de doubler. Charbonnel, Alguet, Germain et Gaud sont roue dans roue. Giovanni Sala de son côté ne parvient pas à accrocher les leaders. Depuis sa chute dans la ligne du matin, son genou gauche le fait souffrir. 15h55, Castera se présente le premier à l'attaque du Camel Trophy. Il n'a que quelques mètres d'avance sur Després, décidément aussi à l'aise dans le sable du Dakar que dans la boue de la GLC. Mais alors, qu'en est-il de Bernard? Putain, fais chier, bordel. Le vice-champion du monde de 4 temps a cassé son embrayage. Il ne se battra maintenant plus contre les 20 et 25e places. Et comme un duo va souvent de pair, Rebuffi rétrograde aussi dans le classement, comme quoi l'apprentissage de la Gilles Lallet ne peut pas toujours se faire sans dommage. L'Anglais David Knight fait alors figure d'exception. Lui qui quelques heures plus tôt était encore un inconnu dans le monde de la GLC est maintenant le premier étranger à se classer. À ce stade de la course, soit 1 heure après le départ, il est 3e. Après le premier ravitaillement de cette boucle infernale, si les pilotes ont tous rendez-vous avec le bourbier de Quenouille, ils ne sont pas tous à armes égales. Cyril Esquirol, le maître de la GLC, n'a pas la même aura que les années précédentes. Au guidon de son 4 temps, ce sera difficile pour lui d'arracher un 5e succès. Alors si le numéro 1 peine à Quenouille, imaginez un peu ce que le bourbier peut infliger au dernier. « 16h15, dans la Côte de Peyre, les longues semaines d'entraînement commencent à payer pour le Béarnais. L'écart entre les deux leaders reste infime, mais c'est toujours Castera qui occupe la première place devant Després. Juste derrière, Alguet a réussi à recoller la tête de course. Il est passé devant l'Anglais Knight et pointe maintenant 3e. À souligner la belle prestation de Michel Gaud, 6e dans la Côte de Peyre. Encore pilote national en 2000, Gaud exploite au maximum son passé de trialiste. Une demi-heure plus tard, dans le bourbier de Lausa, il est déjà passé 4e. Du côté des anciens vainqueurs de la GLC, l'entraînement fait défaut. Charbonnel et Esquirol sont un peu courts physiquement. Ni l'un ni l'autre ne parvient à prendre les rênes de la course. Pour l'heure, ils sont respectivement classés 6e et 12e.
Après 2 heures de course, les difficultés n'en finissent pas de s'enchaîner et la fatigue se fait de plus en plus pesante. Ils sont nombreux, à ce stade avancé de la course, à se demander ce qu'ils font là. C'est chier quoi. Frédéric Moncassin a de quoi s'énerver. Il vient juste de casser le carter de la pompe à eau de sa Yamaha. Le champion cycliste est contraint à l'abandon. Pour lui, la Gilles Lallet 2001 vient de se terminer. Aux avant-postes, après 2 heures de course, le trio de tête explose. Cyril Després est le premier à grimper le mur du cimetière Beaumont devant Gilles Alguet, revenu très fort, et David Castera, relégué du coup à la 3e place. Mais l'objectif du Béarnais, ne l'oublions pas, c'est la gagne. Au pont de Farfex, soit une grosse demi-heure plus tard, il est déjà repassé en tête devant Després. Després, justement, ne lancera plus de réelle attaque sur le leader. À l'approche de la nuit, il se cale dans la roue de Castera, histoire de profiter de son expérience. Alguet, fidèle à ses prestations passées, caracole en 3e position. Et surprise, c'est le coéquipier de Després, Michel Gault, qui pointe toujours 4e. Des nouvelles enfin des étrangers. On commence tout de suite par les Italiens. Après 2h30 de course, Arnaldo Nicoli se bat autour de la 10e place. Mario Rinaldi oscille quant à lui entre la 8e et la 10e place, tandis que Salah, n'y tenant plus, a abandonné. Le jeune Anglais de 22 ans à peine, David Knight, pointe toujours à la 5e place. Depuis le départ de Pera, il est toujours le premier étranger à se classer. Rob Sartine, le numéro 21, est 15e pour le moment, mais l'Anglais n'est pas pressé. S'il y a pour lui quelque chose à jouer, alors il le fera un peu plus tard. Enfin, le porte-drapeau de la Suède, Anders Eriksson, est 9e. Trois heures se sont maintenant écoulées depuis le départ et l'ancien trialiste et champion de France en 125 cm3 Marc Germain est toujours en course et qui plus est, dans les 10 premiers. Stéphane Peter Hansel, quant à lui, est en difficulté dans cette énième tourbière, mais heureusement l'expérience paye. À 18 h, Peter classe son 4 temps à la 12e place. Le soleil commence à tomber sur la Gilles Lallet et ce sont donc maintenant les problèmes d'éclairage qui vont surgir. Marc-Olivier Joriot sera l'une des premières victimes. Sans phare, il sera contraint d'abandonner un peu plus tard dans la nuit. Charbonnel, de son côté, n'est pas vraiment à la fête. Le pilote Kawasaki a déjà chuté 2 fois et depuis, sa pédale de frein est cassée. O'Leary, après 3 heures de course, celui qui a déjà remporté la GLC à 2 reprises n'est que 7e, très loin derrière Castera. Le pilote Yamaha, en effet, est toujours le leader, mais à aucun moment il ne peut ralentir la cadence. Després est toujours dans ses roues et ce n'est pas la neige qui freine les 2 hommes. Derrière, Alguet est légèrement distancé par les 2 premiers, mais le Cadurcien n'a pas dit son dernier mot, il reste dans leur sillage. Peter Hansel et Esquirol, quant à eux, font la course ensemble et du coup, quand l'un se trompe, l'autre perd aussi de précieuses secondes. À 19 h, après 4 heures de course, la décision n'a pas encore été faite. David Castera est toujours menacé par Cyril Després. Gilles Alguet est 3e, le pilote Yamaha ne s'emballe pas, il continue d'attendre son heure. Derrière, Michel Gault, le surprenant numéro 8, ne faiblit pas. Tenu à distance par le trio de tête, il pointe toujours 4e. Enfin, l'Anglais David Knight s'accroche courageusement à la 5e place. Plus loin, Peter Hansel n'est plus talonné par Esquirol. Sur la Husqvarna, la commande du démarreur électrique est restée bloquée par la boue. Sa batterie s'est vidée. Petit Sec perdra près de 40 minutes pour réparer et abandonnera au 4e ravitaillement.
Au 4e ravitaillement, justement, on retrouve le leader Castera. Pour la 2e fois seulement depuis le départ, il prend le temps de descendre de moto et c'est alors son assistance qui prend le relais. Changement du pot pour les uns et distribution de la nourriture pour les autres, tout est calculé et chronométré. Quelques minutes plus tard, c'est Michel Gau qui vient ravitailler. Avec Cyril Després, ils ont sans aucun doute l'équipe d'assistance la plus complète. 17 personnes sont là pour que l'espace de quelques secondes, tout se passe au mieux. Allez, c'est parti. Allez. Quand Gau repart, Marc Germain est encore loin. Bloqué dans le dernier point avant le ravitaillement, il se fait aider par les spectateurs. La nuit, les petites galères peuvent très vite devenir insurmontables, mais heureusement, le public est vaillant et là pour que les pilotes continuent toujours d'avancer. Après de 2 heures de l'arrivée, dans le ruisseau de Morterolle, ils ne sont plus que 24 en course, toujours emmenés par David Castera, et c'est le moment pour Alguer de porter son attaque. Épuisé, Després s'élance ici sans grande conviction. À mi-côte, il glisse et dévale la pente. Pendant ce temps, Alguer revient sur lui et le pilote Yamaha en profite pour gravir la côte le premier. Mais en haut, Alguer perd trop de temps à son tour. Després s'élance alors de nouveau pour défendre son bien. Voilà au final une manœuvre épuisante pour les 2 pilotes qui restent exactement dans le même ordre. Després devant Alguer. Gau, toujours 4e derrière le trio de tête, est sur la bonne voie pour boucler la Gilles Lallet une 3e fois. En 4 participations, il a déjà vu le corbeau mort à 2 reprises. Derrière, en 5e position, Langle et Knight s'accrochent. Comme Gau et comme son poursuivant direct Charbonnel, il fait sa course en solitaire. Les écarts entre les 3 hommes sont en effet de l'ordre de 4 à 6 minutes. À Tourtoulou, moins de 2 heures avant l'arrivée, Castera est à l'attaque. Et pour cause, c'est Alguer qui vient de prendre la tête devant le Béarnais. Mais Alguer n'a décidément pas de chance dans cette portion du tracé. Lui qui n'a jamais été lâché par la mécanique casse sa plaque phare. Au dernier point de ravitaillement, à 1 heure de l'arrivée, c'est l'affolement. Putain, il était, vous me le sortez quoi. Il faut mettre votre plaque, on sera plus vite fait quoi. Perdu, mais bon. Oh, vous m'avez pété le bras, faites aussi, merde. Le bas là, vous l'avez repété. Une fois la plaque changée, Gilles Alguer repart de nouveau en 3e position devant Michel Gau. La Gilles Lallet touche maintenant à sa fin. Les hommes de tête arrivent dans la dernière difficulté. Et c'est justement dans cette dernière portion du tracé que la tête de course s'anime. Castera et Després sont dans la même minute et chacun à leur tour, ils flanchent. Les 2 leaders n'en finissent pas de se passer et de se repasser jusqu'à ce que Després commette l'erreur de trop.
À 10 minutes du Corbeau Mort, Després manque un petit pont et tombe dans un trou d'eau. Castera file et se présente avec 40 petites secondes d'avance sur Després en bas de l'ultime montée. Mais les spectateurs sont nombreux pour acclamer le nouveau champion et au lieu de le porter, ils le ralentissent. L'écart se réduit alors entre les deux hommes, mais David Castera remporte enfin sa victoire. Après 6h30 d'enfer, il ne compte que 8 secondes d'avance sur Cyril Després, qui apprend seulement à ce stade de la course qu'il est deuxième et non troisième, comme il le pensait. La joie est à son comble en haut du Corbeau Mort et en bas dans le pierrier de Villegoulet. La dernière grosse difficulté, le contraste est saisissant. Alguet, troisième, est épuisé, étalonné de très près par Go. Pour le moment, la troisième marche du podium est pour lui, mais le sort va en décider autrement. Alguet déraille dans le pierrier et malheureusement, toute la bonne volonté des spectateurs n'y fera rien. Go, bien sûr, en profite, il passe devant et s'offre son premier podium en 5 participations à la GLC, ainsi que le Challenge Team. Je savais en fait que Cyril était 2, donc en fait je me devais de faire le maximum pour arriver 3. Hein. Comme l'année dernière on était 8 et 9. C'est vrai que bon, à la fin j'ai donné tout ce que je pouvais et c'est merveilleux d'être sur le podium tous les deux, quoi. C'est bien connu, le bonheur des uns fait souvent le malheur des autres. Gilles Alguet, 4e, craque. Cette année, il avait le physique et le mental pour l'emporter. Et c'est la mécanique qui a flanché. Je fais même pas podium, quoi. Et le pire, c'est que je finis à 10 mètres de lui, là. Je suis vraiment déçu. Au moins podium, ça m'aurait fait plaisir, mais là, vraiment, c'était pas mon jour, quoi. Ça devait pas être moi qui devais gagner. Le Cadurcien aurait aimé être le premier pilote à offrir une victoire dans la GLC à Yamaha, mais cet exploit, c'est David Castera qui l'a fait. Quand je suis arrivé en bas, j'ai dit ça y est, c'est pour moi, quoi. J'ai vu cette côte et ça c'est un moment extraordinaire de voir tout ce public. Il y avait ici, je crois qu'il y a le Bourbier de Quenouille aussi, c'était impressionnant de voir la foule qu'il y avait et cette course est vraiment magique, ce public, cette ambiance. Pour moi c'est vraiment l'une des plus belles courses, c'est la plus belle course que j'aurais jamais faite et qui existe, quoi. En 1997, Castera avait fait l'exploit d'enchaîner une 3e place au Dakar et une 2e place à la Gilles Lallet. Cyril Després, nouveau venu dans le monde des rallye raids cette année, marche dans ses roues. Je suis vraiment super content. Comme je disais, je reviens du Dakar, je suis revenu le 24 janvier et bon, on est le 24 février, ça fait un mois. C'est un gros challenge. On a eu un Dakar difficile, on a eu une Gilles Lallet vraiment pas évidente, donc je suis comblé. 15 minutes exactement après l'arrivée de Castera, le premier étranger gravit à son tour la côte du Corbeau Mort. David Knight, pour sa première participation, rappelons-le, finit 5e. Voilà un nouvel Anglais dont il faut maintenant se méfier. Je crois que si je m'entraîne encore davantage pour la prochaine édition, je peux finir dans les 3 premiers. Mais bon, on verra bien, hein, parce que c'est vraiment très difficile. Derrière Knight, c'est le double vainqueur de cette course mythique, Laurent Charbonnel, qui arrive enfin. Mais le pilote Kawasaki n'a plus la motivation d'antan. La côte du Corbeau Mort, c'est peut-être la dernière fois qu'il l'a montée. Je pense que ça sera la dernière parce que bon, chaque année je dis ça, mais il faut que je tire un trait. À part si vraiment c'est la 10e édition et qu'ils arrêtent. Parce que s'ils continuent encore, après je viendrai à la 11e, la 12e. Non, il faut que je décide d'arrêter. Je ferai quelques classiques pour Kawasaki. Et bon, voilà. Si la course est terminée pour les 6 premiers, elle continue pour les 9 pilotes à être encore dans les temps. Peter Hansel, 7e dans le pierrier du Villegoulet, est menacé par le numéro 49, Frédéric Veil. Le manager de l'équipe de France d'enduro armée de terre donne tout ce qu'il a, mais le sextuple vainqueur du Dakar a de la bouteille.
C'est lui qui arrive le premier au pied du Corbeau Mort. Peter finit 7e à plus d'1 heure de Castera. Il n'a donc pas réussi à enlever ce fameux titre qui manquera toujours à son palmarès. Dans cette édition 2001, il a tout de même classé le tout premier 4 temps. Lui qui n'était plus revenu depuis l'édition 96 a renoué avec les galères dantesques de la GLC. Heureusement qu'il y a des spectateurs dans les endroits les plus pénibles, mais certains endroits sont quand même très isolés. On est vraiment au fond des bois et là on a presque peur. Quand on tombe, la lumière s'arrête, on n'y voit plus rien, on cherche la moto à droite à gauche et c'est des moments qui sont un peu angoissants quand même. Mais en tout cas, c'est vrai que le public est fantastique, parce que c'est vrai que cette course, on serait incapable de la faire, de la terminer seul avec notre moto, parce qu'il y a des endroits qui sont infranchissables. Un homme et une moto, c'est impossible de franchir. Frédéric Veil, le numéro 49, se classe donc en 8e position, 10 minutes devant l'Italien Arnaldo Nicoli. Et à voir la fête que lui réservent ses fans, on peut se demander ce à quoi ressemblera l'arrivée de la Gilles Lallet si un jour un Italien la gagne. Rob Sartine finit 10e, 1 heure et 32 minutes derrière Castera. Enfin, 2 heures après le vainqueur, c'est le premier national qui se lance à l'assaut du Corbeau Mort. Bruno Camozzi, le trialiste, a réussi son pari. Il est allé jusqu'au bout de lui-même. Il a vaincu tous les obstacles qui se sont dressés sur sa route. Je pense qu'avec la volonté, on arrive à tout faire. Comme je l'avais dit ce matin, pour moi, le plus dur, à la rigueur, ça va être le matin, parce que c'est un parcours qui est relativement rapide, et la preuve, c'est que je me suis qualifié qu'en 80e position. Et par contre, cet après-midi, voilà, de la 80e place, je remonte à la 11e, je crois. Donc, c'était plus facile pour moi cet après-midi, malgré qu'il y a eu un CH vraiment galère, et vraiment à 2 doigts de rendre l'âme. Moins de 2 minutes derrière Camozzi, c'est Marc Germain qui arrive dans le Corbeau Mort, presque vidé de tous ses spectateurs. J'étais pas trop mal, j'étais 5-6 et puis bon, je me suis tanké, hein, c'est un peu la course. J'ai pas trop de métier, donc j'ai mis une bonne demi-heure à sortir. Donc voilà, et après je me suis vidé, j'étais mort complet, donc j'ai fini en titubant. Ah bah Bruno, il m'est revenu dessus comme une balle, je l'ai vu, je me suis écarté, je lui ai dit vas-y, hein, de toute façon je peux pas lutter. L'Anglais Mark Vaughan finit 13e. Il sait pas où il est, Il lui faudra de longues minutes avant de réaliser qu'il est venu à bout de la course la plus dure du monde. Derrière, 2 pilotes sont encore attendus. Le Français Thierry Moisson, inscrit en national, termine 50 secondes seulement avant l'heure de mise hors course. Et enfin, le Belge Frans Verhoeven arrive, lui, sur le fil. Ah, je sais pas, il est passé, il est arrivé, le 15e, Frans Verhoeven. J'ai vu la lumière, hein, et j'étais à l'autre côté. Et je croyais, oui, je vais réussir. Mais il faut encore, et ça prend encore des kilomètres jusqu'à que tu arrives ici. Donc, j'avais peur de ne pas arriver avant minuit. Mais j'ai réussi, je suis là. Pilotes avec ou sans palmarès sont venus à bout de cette 9e édition de la GLC. Après Sven-Erik Johnson, Cyril Esquirol et Laurent Charbonnel, David Castera est le 4e grand nom à s'inscrire sur les tablettes de la mythique Gilles Lallet classique. Lieu mythique de tous les enduristes, c'est l'arrivée de la Gilles Lallet classique, bien sûr, et c'est une côte où on retrouve à peu près 5000 spectateurs qui nous aident
à franchir cette montée infernale. Donc tous les enduristes vraiment en rêvent. Alors la Gilles Lallet classique, la GLC du nom du motard disparu il y a quelques années, elle s'est disputée du côté de Péral-le-Château dans la Haute-Vienne. On la présente comme l'enduro le plus dur du monde, un véritable chemin de croix que nous raconte Laurent Coric. Il vaut mieux être bien préparé pour cette journée en enfer. Et l'enduro du matin, en guise de hors-d'œuvre, provoque déjà chez certains quelques indigestions. D'après un déroulement d'abord classique, avec des spéciales chronométrées et des liaisons déjà copieuses, la sélection commence. Des 250 engagés, seuls 100 pilotes obtiendront le privilège de prendre le départ de la course finale. Si pour les anonymes, la qualification prend déjà des allures d'exploit, pour les meilleurs, c'est le classement qui compte, car il s'agit impérativement pour les prétendants à la victoire de partir avec les premiers. Et là, c'est Peter Hansel qui s'illustre en prenant la tête de cette première partie de course. Il devance l'un des plus sérieux espoirs de l'enduro français, le tout jeune Olivier Rebuffi, tout juste 21 ans, et déjà parmi les grands. On trouve également la plupart des favoris aux avant-postes, Esquirol, Castera, Alguet, Bernard et quelques autres, prêts pour la bagarre. Après une pause réconfortante de 3 heures, l'enfer recommence. Le vrai cette fois. Pas loin de 200 km de galères qui s'enchaînent les unes derrière les autres, quasiment sans répit. En 10 ans, la Gilles Lallet classique est devenue une sorte de pèlerinage, réunissant des milliers de fidèles venus encourager ceux qu'ils considèrent comme des dieux. Tenez ici, au Bourbier de Quenouille, c'est une marée humaine qui encadre les concurrents. Car le spectacle est bien là, sous les yeux, avec des pilotes qui luttent pour ne pas se faire engloutir. À cause de cette boue gluante, la moto pèse des tonnes, le moteur tourne à fond et certains ne s'en sortiront pas. Après 5 heures de course, ils ne sont plus que 25 à espérer rallier l'arrivée. À bout de force, chacun puise dans ses dernières ressources pour continuer à progresser. Car ici, chaque kilomètre parcouru est un pas supplémentaire vers l'arrivée. Une évidence qui, à la GLC, prend toute sa valeur. À 22h30, un phare se présente dans la célèbre montée du Corbeau Mort. C'est celui de David Castera qui fend la foule pour cet ultime franchissement. Et là, 8 secondes seulement derrière lui, Cyril Després arrive à son tour. Un final à peine croyable, à la mesure de cette course unique au monde, autant par sa difficulté que par son ambiance. Ça a été très chaud avec Cyril Després, une bagarre, il y a un moment je la voyais partir, je revenais, ça repartait. Mais bon, cette fois c'est bon, c'est pour moi. Et oui, David Castera qui s'impose, donc Cyril Després deuxième à 8 secondes, Castera qui tire en plus sa révérence en enduro sur cette victoire, troisième Michel Gault à 8 minutes 50, David Knight, un jeune anglais qui a fini cinquième lui à 15 minutes 15. Il y a 15 arrivées sur 237 partants. Cyril Esquirol, le quadruple vainqueur qui est contraint à l'abandon, ça situe vraiment la difficulté de cette épreuve. Oui, c'est une édition dans la moyenne parce que c'est vrai que le moins à l'arrivée a été 4 pilotes, ouais. Le plus une trentaine de pilotes et cette année 15 pilotes, donc c'est dans une bonne difficulté, une bonne moyenne de difficulté. C'est vrai que c'est une course exceptionnelle et depuis quelques années ce sont des spécialistes qui remportent cette course, c'est-à-dire des pilotes qui s'entraînent spécifiquement pour des conditions de course très dures. Ils préparent ça pendant plus de 6 mois au niveau de la condition physique et aussi du franchissement des difficultés. Donc je suis très content que David ait gagné puisqu'il avait très bien préparé son coup. Depuis quelques années il terminait deuxième et là c'est la victoire pour lui juste avant de se retirer de l'enduro, donc c'est très beau.
moto. La préparation des hommes, mais aussi de la machine. Il y a une préparation spécifique pour la moto, pour la GLC? Oui, effectivement, il faut renforcer un petit peu tous les éléments qui sont proéminents, les radiateurs, le guidon, protéger les leviers, puisqu'on tombe, on ne peut pas compter le nombre de fois qu'on tombe dans une course comme la Gilles Lallet classique, on glisse sur les cailloux, on tombe très souvent, donc on la renforce de partout, elle est plus lourde qu'au départ, elle est plus costaud. Mais c'est la seule solution si on va arriver au bout de la course. Et puis il y a des concurrents qui se sont carrément endormis sur leur machine dans le Pierrier du Bois de Crozat, par exemple, tellement ils étaient fatigués et les organisateurs ont dû les réveiller, faire passer la moto balai. Vous qui en avez vécu des épreuves difficiles dans votre carrière, vous la situez où, celle-ci? C'est la course la plus dure sur une période de 24 heures. On ne va pas parler de courses très longues comme le Paris-Dakar qui usent des pilotes. La Gilles Lallet, c'est l'enduro le plus dur sur 24 heures. Quand on termine, on met 3 ou 4 jours à récupérer. On est vraiment lessivé. C'est comme si on faisait un marathon en fait. Vous avez récupéré là? Ouais, ça va très bien, impeccable. Bon. Alors on va voir justement comment vous en êtes sorti. Laurent Coric vous a suivi tout au long de cette Gilles Lallet classique. Pas vraiment frais et à peine dispo, Stéphane Peter Hansel prend le départ comme ses camarades à 6h30 du matin. Et là, il a à peine le temps de se réveiller qu'il lui faut déjà penser à attaquer. Son pari est audacieux, puisqu'il s'engage ici pour la première fois avec une 250 4 temps. Mais Peter Hansel est un homme de challenge et d'expérience qui sait exactement ce qu'il attend. Il y a des montées infernales, il y a beaucoup de bourbiers, des pierriers. Et là, le but du jeu, c'est d'aller dans tous les endroits les plus pourris, les plus techniques, les plus durs. Et le soir, on est HS, on est dans des états... C'est lamentable, on ne se reconnaît pas, on ressemble à rien, on est vidé, on n'en peut plus, quoi. On est vraiment à l'agonie. Parti en première position l'après-midi, Stéphane décide d'adopter un rythme relativement tranquille, qui évidemment lui fait perdre le contact avec les premiers. Mais il ne se décourage pas pour autant et continue sa progression. Lorsque la nuit tombe, il est 10e. Il y a des moments où on est obligé de se forcer, de pousser la moto comme une brute. On a les jambes qui tremblent et on croit qu'on va jamais sortir de l'enfer. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir quand même du public qui nous aide, mais par moments on est quand même seul au fond des bois et c'est un peu angoissant quand même. On se demande ce qu'on fait là. On se demande, mais ça c'est tous les ans à la Gilles Lallet, c'est 200 fois dans la journée, on se demande ce qu'on fout là, ça c'est clair. Et il n'est pas le seul à se poser cette question saugrenue. Mais lui au moins a le mérite d'avoir trouvé un début de réponse, puisqu'il termine à la 7e place et surtout premier 4 temps, ce qui dans ces conditions extrêmes représente une vraie performance. C'est beau, hein? Vous l'avez trouvé la réponse aujourd'hui à cette question? Non, la motivation. Tout d'abord, moi j'ai toujours dit que tant que je serai capable de m'engager dans cette course, je le ferai en la mémoire de Gilles Lallet. Oui. Et puis je disais aussi que faire une course très dure en début d'année, c'est très bien, comme ça on a l'impression que tout le reste est beaucoup plus facile. Et non, mais c'est vrai que ça m'a permis en fait de tester cette nouvelle moto, la 250 Yamaha 4 temps, avant de commencer le championnat du monde, de la tester dans des conditions extrêmes. Et donc c'était une bonne répétition, un bon entraînement. Le résultat est à la hauteur des espérances ou il y a encore des choses à améliorer? Non, la moto est très bonne, parfait. Au niveau de mon résultat personnel, 7e, j'étais pas parti en étant préparé spécifiquement pour cette course-là. Donc mon but était vraiment de rallier la côte du Corbeau-Mort. Donc premier en 4 temps, 7e au général, donc c'est assez satisfaisant pour le début de saison. Vous parliez de la préparation des pilotes, il faut vraiment se préparer pour la GLC pour l'emporter, c'était pas votre cas? Non, pas du tout, puisque un mois avant j'étais encore au Dakar, et surtout la plupart des pilotes qui se préparent spécifiquement pour la Gilles Lallet classique font un effort énorme pour être au top ce jour-là, mais ont souvent un passage à vide après, au milieu de la saison. Donc en fait, mon but principal n'étant pas la Gilles Lallet classique, je me prépare pour affronter une saison qui va durer beaucoup plus longtemps. Stéphane, vous venez de dire un mot qui pour vous, je suppose, est magique, c'est Dakar. On va évidemment retourner maintenant dans les sables. Vous avez gagné 6 Paris-Dakar. On va voir d'abord une longue série d'images de motos.